Donc ici, on va essayer de construire une fonction phi de manière à minimiser le terme d'erreur. Donc le terme d'erreur, c'est l'écart que l'on a entre z de xk plus 1 et le z xk plus h fois phi xk de z de xk qu'on utilise pour approximer le z de xk plus 1. Et donc, on a cette définition, une méthode, on va appeler une méthode d'intégration à pas séparés, caractérisée par phi, va être d'ordre R s'il existe une constante L indépendante de H telle que la valeur max sur notre intervalle, donc max sur avec un K, donc c'est vraiment le max sur l'intervalle entre un xk et un xk plus 1, qui est défini ici. Si le zk x plus 1 moins zk, on divise tout par h, moins phi de xk en h, est inférieur, cette différence en valeur absolue inférieure à grand L fois h avec cet ordre R qui est là. Donc, si on a une méthode d'ordre R, il va exister une constante grand K indépendante de h telle que l'erreur maximale sur notre intervalle AB est bornée par grand K fois notre pas h mis à l'exposant petit r. Les méthodes. Donc les méthodes, on a vu une méthode pour l'instant, c'est la méthode de l'air, c'est la plus simple puisque on prend pour phi de x, y, h directement ce qui est donné, f de x, y. Par définition, la méthode est consistante puisque phi est continu car f est continu et phi quand on met h à 0, ben, on obtient f de x, y. Donc on obtient bien f de x, y, c'est une condition pour que la méthode soit consistante. Et elle est stable puisque, par définition, f est lipschitzienne. Donc la méthode est convergente. De plus, si f est C1, donc si f est C1, ça veut dire que sa dérivée est continue, existe et est continue, la méthode sera d'ordre 1. En effet, puisque si f est C1, la solution z est C2. Pourquoi la solution z est C2? Puisque z, c'est la dérivée de f. Donc si la dérivée est C1, la fonction z est C2. Et donc, si on fait un développement à l'ordre 1 de z, donc le développement à l'ordre 1, donc développement de Taylor, donc c'est h fois f, donc z de xn plus 1, c'est z de xn plus h fois f en xn, z de xn, plus le terme d'erreur ici, h carré demi fois la dérivée seconde en une valeur c, on la connaît pas, c'est une valeur qui serait comprise dans l'intervalle AB. À ce moment-là, on va avoir une valeur grand M telle que ce qui est donné ici. Donc, si on divise tout ici par h, donc on divise tout ici par h, donc on aura z de xn plus 1 moins z de xn divisé par h, moins ici ce terme-là qu'on divise par h, donc on obtient moins f de xn, z de xn, inférieur à m demi fois h. Donc ici, ce m, on prend la valeur max de la dérivée seconde en valeur absolue. Donc comme on ne la connaît pas, on la définit comme sa plus grande valeur. On divise tout par h, donc on a un h demi, donc on a bien ici une méthode d'ordre 1, puisque notre R ici, donc le R que l'on a là, le R ici, vaut 1. On a bien trouvé une constante qui vaut m demi pour laquelle cette inéquation est vérifiée. Donc dans ce cas-là, on a une méthode d'ordre 1. Donc en utilisant la méthode d'ordre 1, plus on diminue le pas, plus on a une approximation qui est bonne, comme on avait vu dans l'exemple d'introduction. Maintenant, on a d'autres méthodes, des méthodes bien plus efficaces, et on va généraliser tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ce qu'on appelle les méthodes de Runge-Kutta. C'est une méthode à pas séparer, où on va choisir la fonction phi
de manière à ce que xk soit le plus proche possible de la fonction z inconnue en xk. Donc, comme xk plus 1, c'est xk plus h, une bonne méthode, ça va être de choisir phi afin d'annuler le plus de termes possible dans le développement de Taylor de z de xk plus h. Donc, on va essayer d'utiliser non pas uniquement z de x plus h fois z' de x, mais aussi la dérivée seconde, ou pourquoi pas la dérivée troisième, etc., dans notre développement de Taylor. Donc, on peut le faire puisque z' de x, c'est une fonction de f, et f est donnée. Donc, z' de x, c'est f, une fonction de x et de z de x. Donc, on pourrait redériver la dérivée de z' de x. Donc, on obtient la dérivée seconde de z de x. Une dérivée seconde de z de x qui vaut donc dérivée partielle de f par rapport à la première variable, par rapport à x. Donc, dérivée partielle de f par rapport à x qu'on évalue en x, z de x, plus la dérivée partielle par rapport à la seconde variable qu'on appelle y, en xz de x. Et là, il ne faut pas oublier de redériver par rapport à la seconde variable. Et donc, on va avoir multiplié par donc z' de x qui est égal à f de x, zx. On peut par exemple choisir en utilisant les dérivées secondes, yn plus 1 qui vaut yn plus h fois f de x n yn, c'est ce qu'on utilisait avant, mais on va utiliser les dérivées secondes, donc on a plus h carré demi fois z seconde x, donc h carré demi fois le z seconde x qu'on vient de développer ici, qui est à ce moment-là d'ordre 2, puisqu'on utilise le développement de Taylor d'ordre 2. Mais ça va obliger à calculer la dérivée partielle de f par rapport à x et la dérivée partielle de f par rapport à y. Donc pour éviter de les calculer, on peut utiliser de nouveau une approximation. Donc la dérivée partielle de f par rapport à x. La dérivée partielle par rapport à x, c'est uniquement le x qui varie. Donc on va avoir la différence entre f de xn plus notre pH, yn, moins f xn yn. Donc le y ne bouge pas. C'est uniquement le x qui bouge puisqu'on a une dérivée partielle par rapport à x. Et on divise par la variation petit h. Et donc, au final, en faisant ça, on aura une fonction phi qui sera de cette forme-là. On a une constante A1 fois f de xy plus une constante A2 fois un f de x plus une certaine variation A3h et un y plus une certaine variation A4h. Donc le but maintenant, ça va être de trouver les bons coefficients à utiliser, les bons coefficients A1, A2, A3 et A4. Et donc, l'idée de Runge-Kutta, c'est d'utiliser le développement de Taylor de f, donc le développement de Taylor, de cette fonction-là, de f x plus A3h, y plus A4h, pour identifier les valeurs des coefficients A1, A2, A3 et A4. Et donc, on utilise le développement de Taylor de f en x3 en x plus A3h, zx plus A4h. On obtient que c'est égal à f de xzx plus A3h fois la dérivée partielle de f par rapport à x en xzx plus A4h fois la dérivée partielle de f par rapport à y en xzx. Donc on a une variation A3h sur x et une variation A4h sur le y ici, plus un terme non connu qui dépend de h au carré. Et donc ensuite, on utilise notre équation de départ, donc yn plus 1 égale à, donc c'est l'équation qu'on a ici, ici c'est en fonction de k, mais si on remplace le k par n, donc on a yn plus 1 égale yn plus phi de xn ynh. Si on utilise cette équation-là et cette équation-là,
où on remplace donc notre phi. Donc le phi, il faut le remplacer. Ici, on a A1, f de xy plus A2 fois tout ça. Donc on remplace le f de x plus A3h, y plus... donc on remplace f par phi. Pardon, on remplace f par ici son évaluation là. Et on utilise l'équation yn plus 1 est égal à yn plus h fois phi pour obtenir cette expression-là, yn plus 1 égale à yn plus a1 plus a2 fois h fois f de yn. Puis après, on a un terme qui dépend de la dérivée partielle de f par rapport à x et un terme qui dépend de la dérivée partielle de f par rapport à y. Et ça, on va le comparer à ce qu'on avait obtenu précédemment. Donc, on va le comparer par rapport à donc, ce qu'on avait obtenu précédemment. Donc, yn plus 1 égale à yn plus h fois f de xn yn plus donc dérivée partielle de f par rapport à x yn. Donc, c'est ce qu'on avait ici. Donc, on compare ces deux équations, ce qui nous permet d'identifier les valeurs à utiliser pour A1, A2, A3 et A4. Donc on voit ici que A1 plus A2, ça doit valoir 1. A2 fois A3, ça doit valoir 1,5. Et A2 fois A4, ça doit valoir également 1,5. Pardon, ça doit valoir 1,5. Et pas oublier que ici, on multiplie par f de xn, yn. Donc A2 fois A4, c'est 1,5 de f en xn, yn. Et donc on peut choisir, par exemple, les valeurs de A1, A2, A3 et A4 ne sont pas uniques. Donc là, on voit, on a trois équations, 4 inconnues, donc on a un degré de liberté. Et on peut donc choisir nos A1, A2 et A3. Par exemple, si on choisit A1, A2 qui vaut A1, A2 égale 1,5, A3 égale 1 et A4 égale à la valeur de f en xn, yn, on obtient une méthode d'Euler modifiée où phi de xy h, c'est phi de xy divisé par 2 plus 1,5 de f de x plus h, y plus h fois f de xn, yn. Avec A1 qui vaut 0, A2 qui vaut 1, A3 qui vaut 1,5 et A4 qui vaut f de xn, yn sur 2. À ce moment-là, donc on voit, ça vérifie bien nos trois équations-là, on a bien que A1 plus A2 qui vaut 1, A2 qui vaut A2 fois A3 qui vaut 1,5, A4 fois 2 qui vaut bien f de xn, yn sur 2. Eh bien, en utilisant ça, on a la méthode du point milieu. Donc, il faut ici remplacer A1 plus A2 par leur valeur, A2 fois A3 par leur valeur et A2 fois A4 par leur valeur. Et on obtient comme phi de xy h f de x plus h demi, y plus h demi fois f de xn, yn. C'est exactement ce que l'on avait tout à l'heure pour la méthode d'Euler qui utilisait le point milieu. Et par définition, ces méthodes sont d'ordre 2. Et donc, en utilisant le même raisonnement, à partir du développement de Taylor, d'ordre 5, on obtient la méthode de Runge-Kutta, qui est d'ordre 4. Donc ici, c'est en effectuant exactement le même développement, on obtient une nouvelle méthode qui est d'ordre 4. Et donc, comment on l'utilise? Bon, on fixe xn plus 1, c'est toujours xn plus h. Et puis après, on fait différents calculs pour obtenir les 4 valeurs K1, K2, K3 et K4. Donc, on peut les déterminer directement grâce aux équations qui sont données ici. Donc, on doit évaluer f en xn, yn, puis f en xn plus h demi, yn plus K1 sur 2, le K1 qui a été déterminé avant, etc. Donc, f est connu, donc on peut déterminer ces valeurs de K. Et ensuite, on a notre valeur de yn plus 1 qui vaut yn plus 1 sixième fois K1 plus 2K2 plus 2K3 plus